troisième album des Daft Punk s'intitulait Human After All. Comme si, après avoir opéré un détour par les robots et les machines, le projet demeurait, malgré tout, l'homme. N'en va-t-il pas de même avec l'universalisme? Aujourd'hui critiqué, malmené, il demeure une boussole pour nos consciences ébranlées, voire pour certains de ses détracteurs, un épouvantail, un totem qu'il faudrait démolir. Mais dans tous les cas, c'est un repère pour nous guider et donner du sens à nos actes. L'universalisme s'inscrit dans une histoire, celle glorieuse de la Révolution française, de l'esprit des Lumières, des déclarations des droits de l'homme et du projet d'autonomie et d'émancipation fondé sur la raison, le progrès et la connaissance. Mais cet universalisme était un particularisme européen et il servit de prétexte et d'alibi autant à la conquête coloniale et à l'exploitation capitaliste qu'à l'oppression des peuples, à la traite des Noirs ou à la domination des femmes. L'universalisme, selon certains, ne valait in fine que pour l'homme, par opposition à la femme, l'homme occidental. Et allons-y gaiement, pour l'homme bourgeois. Et ajoutons encore blanc, blanc occidental. Ce bourgeois, blanc, occidental, qui, pour paraphraser Frantz Fanon, n'en finit pas de parler de l'homme avec un grand H, tout en le massacrant partout où il le rencontre, à tous les coins de rue, à tous les coins du monde. En somme, une classe d'intérêts qui s'arroge le droit de s'exprimer et de se prononcer au nom de l'universel en évinçant et en disqualifiant d'autres intérêts contraires, parfois antagonistes, comme ceux des ouvriers, des exploités, ou encore, si l'on reprend les termes du débat aujourd'hui, comme ceux des minorités invisibilisées, les femmes, les racisés, les handicapés, les transgenres. Derrière les belles idées d'émancipation ou d'égalité ou de progrès, l'universalisme serait une machine de guerre. Déconstruire l'universalisme des Lumières est donc la tâche à laquelle s'emploient les postcoloniales, les subalternes, les genders, les disability studies, dont l'un des mérites, et pas des moindres, est de montrer, selon l'historien Antoine Lilti, que tout discours, même universaliste, est situé. Il s'inscrit dans un lieu et une époque, et à ce titre, une réflexion critique sur les conditions et le contexte d'énonciation est toujours indispensable. Cela signifie-t-il que l'ambition universaliste doit être abandonnée, comme le suggèrent certains débats polémiques opposant différentialistes et universalistes, communautaristes et intégrationnistes, indigénistes et républicains? Ce serait une démission étonnante de la part de la pensée qui préférerait reculer plutôt que de relever le défi qui lui est lancé. N'oublions pas que ce qui motive l'universalisme, c'est d'abord un projet d'émancipation, de conquête des libertés motivé par l'égalité de tous. Ce projet ne nie pas les inégalités, les injustices, mais il les rend insupportables, inacceptables au regard de cette exigence d'égalité. Et même s'il a servi des intérêts spécifiques, l'universalisme peut voir ses prétentions et son idéal retourner contre ceux qui l'invoquent frivolement, paresseusement, et ce, pour leur demander des comptes. Nul ne peut en effet se réclamer détenteur de l'exclusivité de l'universel. L'universalisme est bien une arme de guerre, mais peut-être pas celle que l'on juge avec sévérité aujourd'hui. Sa véritable force provient de sa puissance de propagation et de diffusion de l'idée d'égalité de tous. Or, on sait depuis Orwell et sa critique de la novlangue que le pouvoir des mots et des idées est de faire naître en nous des désirs, des envies que nous ne soupçonnions pas. En visant l'émancipation du genre humain, l'universalisme fait de l'humanité un horizon concret. L'universalisme serait indispensable, mais il serait aussi inadapté, selon l'historien Antoine Lilti. Il faut donc tenir compte des critiques qui lui sont adressées. Provincialiser l'Europe, décoloniser les esprits, déconstruire nos traditions des Lumières, pour réinventer, en fin de compte, un universel débarrassé de ses scories. De ce point de vue, l'ouvrage du philosophe Francis Wolff, Plaidoyer pour l'universel, est audacieux. Et il permet de synthétiser ce qui a pu manquer à l'universel pour être suffisamment universel. Premier manquement, l'universel serait formel. C'est la traditionnelle critique marxiste. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, soit, mais dans les faits, si je n'ai pas les moyens matériels, économiques ou intellectuels de mettre ces droits en œuvre, qu'en est-il de cette liberté et de cette égalité? Deuxième manquement.
L'universel serait invoqué par le discours conservateur, ceux qui ne veulent pas changer l'ordre des choses, encore plus s'ils en sont les bénéficiaires. Ils se présentent comme des consciences morales et apaisées et appellent à être raisonnables. Puisque tous les hommes sont libres et égaux en droit, pourquoi vouloir créer de l'antagonisme, de la division et opposer les hommes entre eux? Prenons plutôt la coopération, la délibération, le consensus, pacifions le débat et maintenons le statu quo. Troisième manquement. L'universel serait faussement neutre. Le neutre serait en effet l'homme lent, bourgeois, occidental, le seul n'ayant pas besoin de se détacher, de se soustraire à son origine pour se penser universel, puisqu'il estime être à l'endroit de l'universel. C'est là le white privilege. Quatrième manquement. L'universel serait incantatoire. Mais dans les faits, l'universalisme s'arrange de petits accommodements. Il y aurait d'un côté le genre humain et de l'autre des hommes, des peuples, des minorités à la marge du genre humain. Aujourd'hui, les Ouïghours, les migrants, les Rohingyas. Avec de telles objections, il serait presque tentant d'abandonner l'universalisme abstrait et de repositionner le combat. C'est notamment le choix qu'une partie de la gauche a fait, celle qui estime que l'universalisme est devenu synonyme de domination et que le monde se partage entre victimes, celles et ceux qui souffrent, et bourreaux. Un marxisme sentimental qui élargit le champ de la domination à toutes les violences sociales et à toutes les discriminations. Mais se défaire de l'universel pose néanmoins question. Entre les victimes et les bourreaux, n'y a-t-il pas les autres? Où sont-ils? Du point de vue d'une certaine gauche, ces autres sont soumis à une double contrainte. Ou ils se taisent et ils sont coupables de collaboration, ou ils expriment leur solidarité et ils sont coupables d'appropriation. Pour s'extraire de cette contradiction, il faut en revenir à l'universel. Selon Woolf, une injustice ne concerne pas seulement ceux qui en sont victimes ou coupables, mais la communauté éthique tout entière. A contrario, dans l'opposition entre victimes et bourreaux, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus que des dommages, des préjudices et des vengeances. Il y a ce qui appartient à chacun, notre identité, par extension, tout ce qui va se rattacher à la personne, nos biens, notre patrimoine. Il y a aussi ce qui n'appartient à personne en propre, mais qui nous relie les uns aux autres. L'égalité, la liberté n'existent, selon le philosophe Étienne Balibar, qu'en tant qu'elles se déploient entre les êtres. Ce sont les qualités que se confèrent les individus dès lors qu'ils instituent un monde commun. Ce monde commun que les hommes et les femmes construisent ensemble par la parole. La parole montre que nous sommes capables de nous projeter au-delà de nous, elle nous pousse vers autrui, portés par le désir de partager notre expérience, de nous faire comprendre, de convaincre, et in fine, d'habiter et de construire un monde commun. C'est dans cet élan que naît l'horizon universel d'un monde partagé entre hommes libres et égaux.